Bonjour à tous. Donc on va prendre d'abord peut-être 30 secondes pour se présenter rapidement. Donc on va commencer par Romain. Alors bonjour à tous, Romain Marteau, moi je suis climatologue et cat modeler chez Covea. Bonjour à tous, moi je suis Corentin Perron, je suis actuaire chez Guy Carpenter depuis juin 2022, d'abord en stage et en alternance, puis en CDI depuis septembre 2023. Et je suis donc actuaire avec UISUC comme formation. Bonjour, Jean-Baptiste Duchazot, météorologue de formation, et cat modeler chez Guy Carpenter depuis bientôt 6 ans. Et donc moi, Julie Surgé, en charge de l'équipe analytique chez Guy Carpenter depuis 14 ans. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous présenter le sujet de la subsidence, un péril coûteux en transition, car c'est un sujet qui évolue fortement dans le contexte réglementaire et dans le cadre du changement climatique, notamment par sa complexité, son augmentation en termes de prise en charge par les réassureurs, les assureurs et la CCR, et son avenir. On va donc vous rappeler brièvement ce qu'est la subsidence, ou encore appelée aussi RGA, ainsi que sa prise en charge actuelle, puis les méthodes développées pour estimer son importance sur une année en cours. Nous nous arrêterons ensuite sur les évolutions réglementaires de ce péril, son assurabilité qui est remise en cause, puis étudierons l'impact des nouveaux critères qui ont donc été publiés très récemment. Et je laisse la parole à Romain pour continuer. Donc moi je vais vous présenter rapidement le RGA. Donc c'est un phénomène qui résulte de la variation de la teneur en eau du sol sous l'influence des conditions météorologiques. Les sols argileux vont se comporter un peu comme une éponge, donc c'est-à-dire qu'en période sèche, ils vont se rétracter et en période humide, lorsque l'apport en eau est important, ils vont gonfler. Ces variations vont donc créer des tassements différentiels dans le sol et provoquer des désordres sur les structures des maisons, donc qui vont se matérialiser sous forme de fissures à la fois sur les murs intérieurs et les murs extérieurs. Des terrasses qui vont se décrocher par rapport au niveau zéro de la maison, ou des fenêtres ou des portes qui ne vont plus fermer à l'intérieur de l'habitation. Donc pour que le phénomène de RGA se développe, plusieurs facteurs doivent être réunis. La nature du sol, qui représente le facteur prépondérant. En effet, les sols argileux, en raison de leur structure minéralogique un peu atypique, sous forme de feuillets, vont favoriser le phénomène de RGA. Toutefois, ce phénomène à lui seul n'est pas suffisant. Il faut un élément déclencheur. Donc cet élément déclencheur est matérialisé par un déficit hydrique anormal. Donc qui va, une fois que ces deux critères sont réunis, le RGA peut se déclencher sous ces conditions. Par ailleurs, des facteurs exogènes de type anthropique ou environnementaux vont venir aggraver le phénomène initial, donc créé par à la fois l'argile et la météorologie. Donc plusieurs typologies de facteurs, comme je vous le disais, les facteurs anthropiques qui vont être plutôt liés à des travaux qui pourront être faits autour de la maison, donc qui vont se matérialiser par des ruptures de canalisation par exemple, ou des facteurs environnementaux liés à la présence de végétation et plus spécifiquement d'arbres à proximité de la maison. Cette végétation et certaines essences d'arbres vont venir accentuer l'évaporation et la pression hydrique du sol. Voilà. Alors ensuite, voilà quelques chiffres pour illustrer l'enjeu autour du RGA. Donc on a environ 48% du territoire métropolitain qui est en zone d'exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Alors il y a une carte spécifique dédiée à l'aléa RGA a été construite par le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM. Donc c'est un peu la cartographie de référence de l'aléa argileux en France.
on a environ 93% de la sinistralité marché qui est concentrée dans les zones RGA moyenne ou forte. Donc, moyenne ou forte, ce sont les aplats de couleur rouge et orange. Le coût moyen d'un sinistre sécheresse jusqu'en 2021 était de l'ordre de 21 000 euros. On sait que sur la sécheresse 2022, ce coût devrait augmenter et passer autour de 23 000 euros. Dernier chiffre clé qui est intéressant, c'est que près de 11 millions de maisons sont concernées par l'aléa sécheresse, ce qui représente un peu plus de 50% du parc immobilier en France. Le RGA, c'est un phénomène qui est peu spectaculaire d'un point de vue médiatique. Le RGA ne fait pas de victimes, à la différence d'une inondation ou d'un cyclone, mais c'est un aléa, un risque qui reste très coûteux pour les assureurs. Donc lorsque l'on regarde là, sur le graphique du bas l'évolution de la sinistralité annuelle marché, donc on observe une tendance à la hausse de la sinistralité avec une rupture nette à partir de 2016. Entre la période 2003-2015 et 2016-2022, la sinistralité d'une année moyenne a été multipliée par 4, quand on prend les chiffres à l'échelle du marché. Et sur les 8 années de sécheresse les plus coûteuses, 6 sont postérieures à 2016. Donc avec, vous voyez, quelques chiffres à l'échelle du marché, le coût des sécheresses 2018, 19, 20 et 22. On a eu un peu de répit en 2021 et 2023 devrait être également une année de répit pour les assureurs et l'indemnisation. Donc là, c'est plutôt une slide réglementaire, on va dire, et pour illustrer comment on va être indemnisé en fait un assuré. Donc pour être indemnisé, la commune de l'assuré sinistré doit être reconnue en l'état de catastrophe naturelle. Cette reconnaissance de catastrophe naturelle des communes répond à des règles strictes. Comme vous pouvez le voir, ces règles pour définir la reconnaissance d'une commune en l'état de catastrophe naturelle a fortement évolué depuis l'instauration du régime et plutôt l'intégration de la sécheresse dans le régime des CatNat en 89. Donc on observe 9 critères à date, avec le dernier critère qui date d'avril 2024, là, qui a fait l'objet d'une ordonnance très récemment, dont on vous présentera l'impact et les caractéristiques un peu plus loin dans l'exposé. Oui, on montre ici l'évolution des reconnaissances CatNat à travers le temps depuis 1989. 1989 est l'année où la sécheresse a été intégrée à la protection, a été intégrée au régime CatNat. Pourquoi 89? Et c'était une année qui a été fortement sinistrée par la sécheresse, une sécheresse qui a marqué les esprits, qui a été assez longue. Elle a commencé durant l'hiver 88-89 et s'est prolongée tout au long de la première partie de l'année 89. Et donc, en vert, vous avez la quantité de communes qui a reçu un avis favorable par la commission interministérielle, donc reconnue en catastrophe naturelle sécheresse. En 89, on avait 4000 communes qui ont fait une demande et qui a été reconnue. Après, s'en est suivi une période assez calme jusqu'en 2003, la sécheresse exceptionnelle de 2003, qui a vu pas loin de 5000 communes faire une demande et être acceptées. Et ensuite, on a des années intermédiaires comme 2005 et 2011, avec une sécheresse intermédiaire avec entre 2 et 3 000 communes, ayant fait l'objet d'un avis favorable, avant d'arriver sur la période récente de 2016 à 2022, à l'exclusion de 2021, avec une moyenne
de 4 000 voire à 6 000 pour 2022, qui a battu le record de 2003 en termes de nombre de communes sinistrées. Au centre, on a un diagramme qui montre le taux d'acceptation depuis 1989 jusqu'à 2022. On voit que ce taux était à 200% jusqu'en 1999, parce qu'il n'y avait pas encore de critères en vigueur. Donc, dès lors qu'une commune faisait une demande, elle était quasi automatiquement validée par la commission. Et à partir de 2003 notamment, on voit l'effet des critères sur le taux d'acceptation, puisque ce taux est en nette baisse et va devenir assez volatile d'une année sur l'autre et va pouvoir descendre jusqu'à moins de 10% pour certaines années. Et on voit du coup, en revenant sur le graphique de gauche, la part des communes rejetées en gris et qui a permis d'écrêter le coût de la sécheresse pour le régime de manière significative. Et les cartes, l'animation à droite représente à partir de 2003 les années les plus sinistrées. On a en vert les communes reconnues CatNat et en rose les communes rejetées, non reconnues. Entre 2003 et 2017, on voit que les communes touchées se concentrent dans les zones d'aléas forts, donc les régions traditionnelles, on va dire, qu'on appelle parfois le croissant argileux, qui s'étend du bassin méditerranéen au bassin parisien en passant par le sud-ouest et le centre-ouest, et puis qu'à partir de 2018, et notamment 2018, 2019 et 2020, on a une expansion vers le nord et vers l'est des communes sinistrées. Et sur la carte de droite, on voit les communes ayant fait pour la première fois une demande, les primo-demanderesses. En 2018 et 2019 de couleur rouge et orange, on voit une concentration, une explosion des communes faisant pour la première fois une demande sur la région centrale, les régions de l'Est et jusqu'à la Lorraine. Et en 2020, encore une remontée vers le nord des communes ayant fait pour la première fois une demande en jaune, le long des frontières belges et puis à l'ouest du bassin parisien sur la Sarthe et l'Orne. Donc, effectivement, c'est difficile de ne pas voir un effet d'une évolution climatique sur cette récente évolution vers le nord. On en reparlera un petit peu plus tard. Et maintenant, je laisse la parole à Corentin. Merci Jean-Baptiste. Alors, moi, je vais vous présenter le modèle de Guy Carpenter qui essaye de prédire le coût annuel de la sécheresse. Dans un premier temps, je vais revenir sur les critères actuels qui ont donc été mis en vigueur en 2019. Alors, comme l'a expliqué Romain et Jean-Baptiste, en fait, il y a une commune qui va faire une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, et cette demande, elle va recevoir un avis favorable ou défavorable par la commission interministérielle. Cette commission, elle va se baser sur 2 critères. Le premier critère, ça sera donc un critère géologique. Il va être tiré de la carte que vous a présentée Romain tout à l'heure, qui divise la France en 4 zones de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles. Zone nulle, faible, moyenne ou forte. Et pour qu'une commune remplisse ce critère, il va en fait falloir qu'au minimum 3% de sa surface soit susceptible de manière faible, moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles, selon cette carte. Le deuxième critère, c'est donc un critère météorologique. Et lui, il va se baser sur un indicateur qui s'appelle le SWI uniforme, qui est publié par Météo France et qui va en fait être tiré d'un autre indicateur qui s'appelle le SWI de Météo France également, qui est journalier. Et ce SWI uniforme, ça va être donc une moyenne sur 3 mois glissants des SWI journaliers. Et en même temps, il y a une standardisation qui est effectuée et qui n'est pas publique. Au niveau du critère météorologique maintenant, on a un SWI par mois et par commune. Et en fait, il va falloir qu'il y ait un de ces 12 SWI pour l'année en cours qui ait une période de retour supérieure à 25 ans. Pour modéliser, essayer de prédire le coût annuel de la sécheresse, on s'est donc basé sur ces critères-là. On a donc pris le problème en 2 parties. Une première partie qui va consister à essayer de prédire la reconnaissance d'une commune en état de sécheresse. Pour ça, on s'est basé sur des méthodes de machine learning. On a donc constitué dans un premier temps une base de données. Une base de données, on s'est inspiré du SWI de Météo France.
Alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas le SWI uniforme, puisque lui, en réalité, on n'y a pas accès. On y a accès avec plus d'1 an de retard au moment où les décrets sont déjà publiés. On s'est donc basé sur le SWI journalier de Météo France pour notre base de données. La deuxième partie, c'est également la carte du BRGM qui fait référence aux critères géotechniques. On s'est également inspiré de la base nationale des bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les bâtiments qui ont le plus de chances d'être touchés, ça sera les bâtiments notamment de faible hauteur, ça sera les bâtiments qui ont été construits dans des matériaux qui sont plus cassants, comme par exemple le parpaing, comparativement à des matériaux qui peuvent être plus travaillants et donc moins sensibles au retrait-gonflement des argiles. Et enfin également l'historique de reconnaissance par commune. Au niveau du choix de notre modèle, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait une comparaison de plusieurs modèles et on a pris celui qui minimisait le RMSE. C'est donc dans notre cas le modèle linéaire généralisé. Une fois qu'on a les résultats de notre premier modèle qui va prédire la probabilité de reconnaissance d'une commune en état de sécheresse, on va passer à un second modèle qui va essayer d'estimer le coût annuel. Ce second modèle, il va partir en fait d'un coût moyen par commune et qu'on va pondérer avec, dans un premier temps, la densité de bâtiments résidentiels de la commune et dans un second temps également de la probabilité de reconnaissance qui est donc tirée de notre précédent modèle. Les principales limites, alors oui, aussi, effectivement, c'est bien de le mentionner, il y a une calibration de notre modèle qui est réalisée à partir des estimations de la CCR sur les années antérieures. Les principales limites de notre modèle, c'est que les critères, on le sait, ils vont changer en 2024, et donc on aura notre modèle qui va devoir être adapté en conséquence. Alors, on a montré justement l'exercice pour 2023, avec en haut, donc c'est la carte avec les probabilités de reconnaissance pour 2023 que nous sort notre modèle. En blanc, ce seront donc les probabilités qui sont faibles, en orange, c'est les probabilités moyennes, en rouge fortes, et en rouge foncé très fortes. Ce qu'on remarque, c'est que les zones qui seront le plus susceptibles d'être touchées pour 2023, ça sera donc le pourtour méditerranéen, le centre de la France et la région Alsace. Et en bas, c'est le diagramme des estimations de notre coût national, avec en bleu, ce sont les estimations de notre modèle, en hachuré, ce sont l'incertitude, et les points en orange, ce sont les estimations de la CCR. Basé sur les années précédentes, on a donc fait une prédiction pour 2023 qui va se situer entre 600 et 800 millions d'euros. Et je laisse la parole à Romain. Merci Corentin. Alors je vais vous parler de changement climatique et d'impact. Alors pour éviter tout scepticisme sur le fait que la Terre se réchauffe et que le changement climatique est bien une réalité, on a tiré les rideaux. Plus sérieusement, là je vais vous présenter les principaux résultats du livre blanc Covea que nous avons publié en 2022 en faisant un focus sur les conséquences du changement climatique sur les sécheresses géotechniques. Donc juste pour rappel, quelques illustrations sur le changement climatique avec ce petit graphique en spirale qui est pour moi très parlant, avec ces deux cercles orange et rouge qui représentent des seuils, on va dire, de non-retour pour la communauté scientifique. Donc le seuil de 1,5 degré qui avait été défini lors des accords de Paris en 2015, ce fameux seuil à ne pas dépasser sans qu'il y ait des conséquences, en tout cas visibles, à l'échelle de nos sociétés. On voit que dès 2022 et encore plus en 2023, l'anomalie de température a dépassé ce seuil de 1,5 degré et flirte désormais avec le seuil critique de 2 degrés. Alors, quand on parle de changement climatique, en tout cas dans nos métiers, on utilise un certain type de données. Là, je vais vous parler rapidement. Je pense que vous avez déjà vu soit ces graphiques, soit entendu parler des projections climatiques futures du GIEC. Là, c'est juste un bref rappel pour voir comment ça marche en termes de modélisation et ce qu'on peut attendre en termes de sortie ou
de plateformes pour récupérer ces données. Donc, la communauté scientifique, avec différents horizons, fournit des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça va être des économistes, des personnes spécialisées dans l'énergie qui vont être mobilisées, vont mettre en place différents scénarios à différents horizons d'émissions de gaz à effet de serre. Ces scénarios vont être ensuite utilisés par les modélisateurs du climat pour les intégrer à leur modèle. Donc c'est la partie centrale. Et une fois que ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sont intégrés dans les modèles climatiques, on va avoir en sortie plusieurs variables qui vont être impactées par justement ces émissions de gaz à effet de serre, donc, et à différents horizons de temps, ce qu'on appelle les projections climatiques. Donc là, vous avez un exemple pour la température. On voit donc l'évolution de la température à l'échelle mondiale à différents horizons de temps, 2050 jusqu'à 2100, et selon les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un peu pour la partie théorique. Aujourd'hui, dans nos études, nous, on a principalement utilisé les scénarios, donc les projections climatiques issues des données CMIP5. Donc c'est l'avant-dernière génération de données climatiques projetées avant les CMIP6, celles qui ont servi au dernier rapport du GIEC. Donc nous, lorsque l'on a construit, rédigé, publié notre livre blanc, nous n'avions encore pas accès aux données CMIP6, mais uniquement aux CMIP5. Donc c'est ces hypothèses que nous avons retenues. Sur la partie droite, vous avez les différentes plateformes où on peut récupérer de la donnée de projection climatique qui est totalement en accès libre. Donc ce sont soit des sites institutionnels d'agences météorologiques nationales, soit des sites spécialisés de laboratoires de recherche qui mettent à disposition tout un ensemble de projections climatiques. Dans le cadre du livre blanc Covea, on a eu une approche multimodèle pour simuler, par exemple, je vais prendre l'exemple de la sécheresse et de l'indicateur d'humidité du sol. Donc 10 modèles de climat ont été retenus avec une hypothèse forte, c'est-à-dire qu'on a considéré le scénario le plus pessimiste en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le scénario RCP 8.5. On a fait nos estimations à un horizon de temps lointain, 2050, et donc avec l'indicateur d'humidité du sol. Donc un peu à l'image de ce que Corentin vous a présenté tout à l'heure avec la donnée Météo France de l'indice SWI. Nous, on a été chercher ce même indice, mais dans les projections futures. On a appliqué, juste pour préciser, on a appliqué la même méthodologie que Corentin vous a présenté dans le futur. Donc c'est quand même une hypothèse forte que nous allons devoir réviser puisque les critères du régime viennent de changer récemment. Donc pourquoi avoir une approche multimodèle? Ça a plusieurs intérêts. Un seul modèle individuel ne sera jamais systématiquement meilleur que les autres, et ce pour toutes les régions du globe et pour toutes les variables que l'on peut prévoir. Vous avez une illustration, donc là c'est les 10 modèles que nous avons retenus dans notre étude. Pour différents horizons de temps, on a évalué l'évolution de la fréquence des sécheresses sévères, et vous voyez bien qu'en fonction de chaque modèle, on a une forte volatilité pour chacun entre les modèles et pour chaque horizon de temps. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est cette volatilité entre les modèles. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces 10 modèles, et à la fin, on constitue un super ensemble, la moyenne de ces 10 modèles,
qui va venir compenser en fait les erreurs de chacun des modèles. En termes de résultats, là je vous présente 2 cartes. La première qui est l'évolution de la fréquence des sécheresses sévères. Donc qu'est-ce qu'on entend par sécheresse sévère ? Là on a retenu un seuil de période de retour 25 nal, donc basé sur les critères que Corentin vous a décrits précédemment. Donc ce qu'on constate, c'est qu'à horizon 2050, c'est plutôt le fameux croissant argileux, donc qui s'étend du pourtour méditerranéen jusqu'au Val-de-Loire, qui sera impacté par une augmentation significative de la fréquence d'éligibilité CatNat. Donc bon, ça c'était encore une fois avant les nouveaux critères. À l'autre carte, le pendant des dommages, donc l'évolution à horizon 2050 à l'échelle départementale de la sinistralité. On voit que globalement, sur l'ensemble du territoire métropolitain, la sinistralité liée au RGA devrait fortement augmenter. Et notamment sur la partie centre, Île-de-France et nord de la France. C'est ce que Jean-Baptiste évoquait tout à l'heure. Donc pour résumer, donc les conclusions de notre livre blanc montraient une évolution d'environ 70% de l'augmentation des sécheresses sévères, et ce qui correspondait à environ, en moyenne plutôt, à 60% de hausse des dommages liés à la sécheresse. Je laisse la main à Jean-Baptiste. Merci Romain. Alors oui, en l'absence de solutions disponibles sur le marché, Guy Carpenter a fait le choix de développer son propre modèle subsidence dès 2008 pour proposer à ses clients, assureurs, une solution stochastique du coût engendré par la subsidence. Alors notre modèle a été construit sur la même base qu'un modèle de CAT modeling, je dirais traditionnel, que peuvent proposer par exemple RMS ou Verisk, à savoir un modèle construit sur 3 modules, un module aléa, un module dommage et un module financier. Alors le module aléa est construit à partir des cartes du BRGM, donnant 4 niveaux de risque en fonction du taux d'argile, puis d'un indice d'humidité des sols basé non pas sur le SWI, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore accès aux bases de données Météo France en open data. On est parti sur des réanalyses ERA5Land du Centre européen de prévision, d'une résolution de 9 km, disponible en open data depuis 1950. Pour le module dommage, on a calibré des courbes de dommage à partir d'une sinistralité historique et des courbes de dommage différenciées selon le type de risque BRGM et puis selon aussi le type de bâtiment, le nombre d'étages par exemple. Et notre modèle a été enrichi d'un module climat pour tenir compte de l'évolution climatique. On a intégré des projections Eurocordex, donc qui est juste une simulation régionale du CMIP 5 à une résolution de 12 km. Et la courbe de risque qui sort de notre modèle est disponible, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à droite. On représente une vision du risque à 4 visions du risque. La vision à climat actuel est la courbe grise, et puis 3 courbes bleues qui représentent le scénario du pire du CMIP 5, à savoir le scénario RCP 8.5, à 3 horizons temporels différents. On peut faire l'exercice, par exemple, pour la sécheresse 2022, d'après la CCR, qui aurait un coût moyen de l'ordre de 3,2 milliards d'euros pour le marché français. En climat actuel, on arriverait à une période de retour de l'ordre de 80 ans. On peut le voir sur l'axe des abscisses. Et si on projette cette perte sur un horizon temporel à 2086, on arrive à une perte d'une période de retour de simplement 9 ans. Tout ça pour dire que un événement qui aujourd'hui est exceptionnel et très rare deviendrait
presque anodin dans une cinquantaine d'années. La perte annuelle moyenne indiquée dans le tableau sous le graphique indique une augmentation de plus 124% de la perte annuelle moyenne à l'horizon 2086 et une augmentation de la perte de plus 44% pour la période de retour de 100 ans. Alors, je voudrais à présent dire quelques mots sur une étude qui est parue en 2022 dans la revue Nature et qui met en avant un lien potentiellement entre cette succession anormale de sécheresse qu'on a connue depuis 2016 jusqu'à 2022 à l'exclusion de 2021 et une évolution de la circulation atmosphérique en Europe de l'Ouest. Donc, ils ont théorisé le concept du phénomène de double jet. Alors, si je prends un petit peu de recul, le changement climatique actuel induit un réchauffement plus rapide au niveau du pôle qu'ailleurs sur le globe. Par conséquent, le gradient thermique entre les régions polaires et les régions équatoriales tend à se réduire, si bien que le courant de jet, qui est ce couloir de vent fort qui circule d'est en ouest dans l'hémisphère nord au sommet de la tropopause, et qui est directement proportionnel à l'intensité de ce gradient, il a tendance à devenir moins fort et par conséquent moins rectiligne et se met à faire des méandres, à devenir plus sinueux. Et c'est l'objet de la carte en haut à droite. On peut voir ce courant de jet matérialisé par ce trait rouge hachuré qui arrive de l'ouest. En arrivant sur l'Europe occidentale, il peut avoir tendance à se splitter, d'où ce phénomène de double jet, une branche qui va partir sur le nord de l'Europe en passant par le nord des îles britanniques et la Scandinavie, et une branche un peu plus faible qui contourne l'Europe par le sud et la Méditerranée. Entre les deux, on a l'installation d'une cellule anticyclonique qui va piéger une masse d'air très chaude en été, avec un risque accru de canicule, et en cas de persistance, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, un risque de sécheresse prononcée. Donc ce phénomène de double jet, c'est aperçu, c'est observé sur les canicules de 2003, 2018 et 2022, qui ont été associées à des sécheresses importantes. Les deux peuvent être décorrélés, on peut avoir une canicule sans sécheresse, mais c'est vrai qu'on sait qu'en cas de canicule, le stress hydrique devient beaucoup plus fort, donc on augmente quand même le risque d'avoir un sinistre RGA. Et ces chercheurs ont expliqué que 35% de l'augmentation pourrait être expliquée par ce phénomène de double jet en Europe de l'Ouest. Et la carte du dessous montre l'augmentation de l'intensité des canicules en degrés par décennie. Et on voit que la France et le sud du Royaume-Uni seraient des régions les plus susceptibles de connaître une augmentation accrue lors de ces prochaines décennies. En tout cas en termes d'augmentation de vagues de chaleur. Voilà, je laisse la parole à Corentin. C'est Romain. À Romain. On va faire un point sur les différentes évolutions réglementaires qui sont riches et qui touchent à la sécheresse géotechnique ou à la réforme, aux dernières réformes du régime des catastrophes naturelles, et de voir quels sont les enjeux autour à la fois de ces évolutions réglementaires ou des différents rapports. Je pense notamment au rapport Langreney, dont Julie nous fera une synthèse des principaux éléments. Donc l'actualité réglementaire, ou plutôt les évolutions réglementaires ont été assez riches depuis 2021, avec plusieurs lois qui ont été adoptées dans le cadre de la réforme du régime des CatNat. Donc je pense notamment à la loi Baudu ou à la loi 3DS, qui ont un impact fort en termes d'augmentation de la sinistralité sécheresse, puisque au-delà d'assurer la pérennité et l'équilibre du régime protecteur des CatNat, ces lois
vise également à mieux indemniser les assurés. Et donc, ça a également un impact pour les assureurs. Et les assureurs doivent anticiper et prendre en compte l'impact et l'effet de ces lois dans leur process. En termes d'actualité, on a eu également le rapport Langrenier qui est sorti en 2023, cette fois-ci plutôt sur des questions d'assurabilité. Donc, je laisserai Julie vous en parler. Donc moi, je vais revenir principalement sur l'impact marché des réformes CatNat-sécheresse. Alors, à la fois les lois qui ont été adoptées, loi Baudu ou loi 3DS, ou les propositions de loi qui ont été faites, je pense notamment à la PPL Rousseau. Alors, on en parle, mais cette PPL a été rejetée en commission finances au Sénat, mais toutefois, on avait tenté de l'anticiper et surtout d'anticiper ses conséquences d'un point de vue économique. Donc je vais déjà revenir sur les lois qui ont été adoptées et qui sont maintenant qui font plus ou moins partie du passé. Je pense notamment à la loi Baudu. Donc là, j'ai listé toutes les propositions à l'intérieur de cette loi Baudu qui sont susceptibles d'affecter la sinistralité pour un assureur et in fine pour notre réassureur, la Caisse centrale de réassurance. Donc là, ce chiffrage est à l'échelle du marché. Donc quand on prend ligne à ligne, je ne vous ai pas fait le détail ligne à ligne on va dire de l'impact sur la charge sinistre de chacune des propositions. J'ai fait une évolution, on vous propose une évolution plutôt globale du contenu. Donc la loi Baudu aurait un impact de l'ordre de plus 22% sur la charge sinistre en moyenne annuelle, donc à l'échelle du marché. Donc là-dedans, ce qui pèse le plus, qui a le poids le plus fort, c'est notamment la proposition, en tout qui concerne l'arrêt des désordres existants lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâti. Donc c'est cette ligne qui a le plus de poids, en tout cas, dans l'évolution de la sinistralité en lien avec la loi Baudu. La loi 3DS, elle, pèserait pour plus 12% en fait sur la charge sinistre en moyenne annuelle. Et là, la ligne qui va peser le plus serait la modification des critères de reconnaissance du régime des CatNat, donc qu'on vous a présenté brièvement un peu plus haut, et Corentin reviendra dessus juste après pour vous les détailler. La proposition de loi Rousseau, donc, qui elle vise vraiment à mieux indemniser et mieux indemniser l'assuré, coûterait à l'échelle du marché environ plus 90%, aurait un impact plutôt de l'ordre de plus 90% sur la charge sinistre en moyenne annuelle. Donc on doublerait quasiment la charge sinistre si cette PPL était acceptée en l'état. Donc cette PPL a été rejetée après le rapport de la sénatrice Lavarde, qui elle à son tour est en train de déposer un projet de loi qui devrait être qui est attendu là pour les jours à venir. Et là, je vous ai juste listé quelques propositions en lien avec le RGA ou la sécheresse. Étant donné que cette proposition de loi n'est encore pas efficiente ou vraiment bien claire, on n'a pas tenté
de chiffrage en fait, des conséquences économiques sur la charge sinistre de cette proposition de loi. On attend qu'elle soit validée ou publiée au journal officiel. Donc voilà pour le cadre des réformes. Je vais laisser la parole à Julie sur le rapport Langreney. Merci. Donc, comme vous savez, le 2 avril dernier a été remis au ministre donc, ce fameux rapport sur l'assurabilité des risques climatiques, donc rapport appelé communément rapport Langreney ou mission Langreney. Le rapporteur à la Commission des finances au Sénat a bien indiqué aussi qu'une proposition de loi serait bientôt déposée dans la foulée. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle comprenne 2 axes. D'abord, un sur l'adaptation du modèle assurantiel, afin de préserver la mutualisation entre les assurés des périls, et également le renforcement de la prévention des risques naturels et de la résilience des bâtiments, notamment par les mesures de sensibilisation en lien avec le secteur assurantiel, les mesures de connaissance des risques et un ciblage des efforts financiers de prévention et d'adaptation. Outre le fait de rappeler que ces impacts à horizon 2050 sont importants, donc on a eu des estimations, vous l'avez vu par ailleurs, de plus 50 à plus 200%, il est rappelé que le péril, le RGA, est particulièrement préoccupant car ce risque dépend du climat, mais aussi de son exposition, de sa vulnérabilité, notamment des populations, mais aussi des biens, et la capacité à prévenir ou à se protéger de ce type de catastrophe. Le redressement à court et moyen terme d'indemnisation des CatNat en France implique de rehausser les prélèvements des primes additionnelles relatives à la garantie contre le risque CatNat. Aussi, la mission Langreney défend le maintien de mutualisation entre les assurés des périls pour garantir une couverture assurantielle large, y compris dans les zones les plus exposées. Selon le rapport, le régime actuel pourrait être mis en péril en raison d'un désengagement des assureurs dans les zones très exposées au risque climatique. Il s'agirait du risque stratégique majeur pour les assurés, pour l'économie de ces territoires et pour l'équilibre assurantiel français. Le rapport propose de réaliser une cartographie partagée et harmonisée, on l'a évoqué ce matin en séance plénière aussi, des zones à plus forte exposition pour le régime. Elle serait réalisée en utilisant les PPRN, les plans de prévention des risques naturels existants, qui prescrivent des mesures pour l'utilisation des sols. Pour la mission Langreney, la cartographie doit distinguer les zones à forte exposition selon un code couleur. Donc, ça serait de la zone rouge, orange à verte, selon ce que l'aléa est élevé, faible ou moyen. Pourquoi cette cartographie ? En raison notamment du déséquilibre significatif du régime d'indemnisation des CatNat. Les assureurs pratiquent désormais la discrimination géographique en investissant en outre dans les outils de modélisation géographique à maille fine. Donc la pratique est jugée toxique par cette mission Langreney pour différentes raisons. Les assureurs restant sur les zones à forte exposition voient leurs pertes se creuser. Ceux vertueux situés dans les zones, sur ces zones rehaussent leurs primes sur l'ensemble du territoire. Et il existe une forte pression concurrentielle sur les zones dites vertes, des assureurs n'ayant pas à financer les pertes rouges. Donc pour les zones rouges et oranges, la mission Langreney demande donc à certaines catégories d'assurés, aux assureurs et aux collectivités locales, des efforts supplémentaires. Tout cela fait donc partie d'un ensemble de recommandations, avec également donc, tout ce qui est financement, donc le cofinancement de la recherche et du développement de la CCR, de la mission risque naturel pour les initiatives sécheresse, afin de développer les diagnostics de résilience après un sinistre RGA et de mieux comprendre le phénomène. Création d'un nouveau fonds dédié au financement des mesures de prévention individuelle qui pourrait contribuer au financement de la recherche également et des diagnostics. Imposition d'un diagnostic de résilience aux propriétaires de maisons après un sinistre RGA en zone rouge, cofinancé par les assureurs et le fonds de prévention individuelle. Également étude de la création d'un fonds financier de la relocalisation des biens fortement exposés à l'érosion du trait de sable, de côte sableux, qui est également lié au RGA. Et soutient l'investissement public et privé assurantiel dans l'expertise et les bonnes pratiques, ainsi que les solutions d'adaptation. Je laisse la parole à Corentin pour la dernière partie. Merci Julie. Alors moi, donc très rapidement, parce que je m'aperçois qu'on est déjà hors délai, je vais essayer de vous présenter donc l'impact des nouveaux critères de reconnaissance CatNat. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les nouveaux critères. Les anciens critères, ils sont donc à gauche. C'était donc un SWI mensuel de moyenne de 3 mois glissant. La période de référence était 50 ans. Il fallait donc qu'il y ait un des 12 SWI qui soit de rang 1 ou 2 sur 50 ans pour remplir ce critère. Cette fois-ci, on a 3 façons de remplir le critère météorologique. Alors, la période de référence, ça va être sur 30 ans
et on n'a plus un SWI qui va être mensuel, mais un SWI qui va être annuel, et qui va donc représenter le minimum annuel des valeurs de notre ancien SWI uniforme. La première façon, ça sera donc si jamais la période de retour est supérieure à 10 ans, c'est-à-dire les 3 premiers sur 30 ans. La deuxième façon, c'est donc un premier rattrapage, c'est pour les communes qui ont une succession de sécheresses d'ampleur significative, et ça va se matérialiser par au moins 3 sécheresses qui ont une période de retour supérieure à 5 ans, dont l'année en question. Et enfin, le deuxième rattrapage, ça sera pour les communes limitrophes à celles qui remplissent le premier et le deuxième critère, et qui ont également une sécheresse de période de retour supérieure à 5 ans. Alors, on a mesuré l'impact de l'éligibilité potentielle des anciens versus les nouveaux critères de 2018 à 2022. Et donc là, on a le diagramme avec ce que vous voyez en rouge, c'est le nombre de communes qui remplissent le critère de 2018. Et en bleu marine, c'est les communes qui remplissent le nouveau critère. On a en moyenne, entre 2018 et 2022, une hausse de plus 27% des communes qui sont potentiellement éligibles. Si on s'intéresse maintenant uniquement sur le critère décennal, sur la baisse donc de la période de retour de 25 à 10 ans et le passage d'un SWI mensuel à un SWI annuel, on va s'apercevoir cette fois-ci qu'on a une baisse de 6% de l'éligibilité, mais en fait on a un effet qui est non négligeable des rattrapages, puisqu'on va passer d'une baisse de 6% à une hausse de 27%. Si on regarde maintenant au niveau des années, on va s'apercevoir quand même qu'il y a une forte variabilité d'une année à l'autre, qui va surtout dépendre du type de sécheresse observée. Par exemple, en 2021, c'était une sécheresse qui était plutôt printanière, et c'est ce qui explique en fait qu'il y ait une baisse de 59%, puisque quand on va faire le minimum annuel de nos SWI, on va plutôt tendre sur des SWI qui seront estivales, et ce qui va expliquer qu'il y a beaucoup de communes qui ne remplissent pas les nouveaux critères. Ce qui est par exemple pas le cas pour les années 2019 et 2020, où on aura plutôt des sécheresses estivales. Ce qui explique l'augmentation de plus de 86% pour 2019 et 80% pour 2020. Et enfin, on conclut par vous présenter donc en rouge, ce sont les communes qui remplissent le critère de 2019. Donc ça, c'est toutes les cartes de 2018 à 2022. Et en bleu, ça sera les communes qui remplissent les nouveaux critères en 2024, avec en bleu marine, ça sera le critère décennal. En bleu ciel, ça sera le critère qui s'appelle le critère 535, c'est donc le premier rattrapage, le critère de succession de sécheresse d'ampleur significative. Et enfin, en violet, ça sera les communes limitrophes. Et je laisserai Julie faire la conclusion. Oui, rapidement, donc vous pouvez voir, c'est une matière qui a beaucoup évolué. On doit l'appréhender notamment en termes de prévention, en termes d'adaptabilité, je vais y arriver. Et donc tous les rapports qui sont remis publiquement, les projets de loi qui sont passés également montrent qu'il y a un sujet clé, en tout cas autour de ce sujet. Et on va pouvoir en discuter maintenant si vous avez des questions. Ou pas. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, bravo, c'était passionnant comme présentation. J'ai juste une question. Du coup, dans la modélisation de la probabilité d'éligibilité CatNat, derrière, alors, il y a eu plusieurs petites questions. Les critères d'éligibilité, enfin la décision finale, est-ce qu'ils sont uniquement fondés sur ces critères géotechniques ou il y a d'autres éléments qui rentrent à l'intérieur ? Je ne sais pas, une politique quelconque dans le sujet. Deuxième point, c'est vous aviez évoqué que justement, le modèle, en fait, il s'appuyait sur un SWI journalier de Météo France qui n'était pas le SWI uniforme qui est disponible avec un peu plus d'un an de décalage. Du coup, là, on va avoir des variables réponses pour 2024 qu'on n'aura qu'en 2025, si j'ai bien suivi. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe en fait pendant cette période-là ? Est-ce que vous anticipez en fait de faire évoluer vos modèles pour justement mimer ces critères d'application ici et avoir peut-être une modélisation plus fine d'un pseudo SWI uniforme ? Voilà, alors merci beaucoup pour votre question. Je pense que je peux répondre. Alors déjà pour la première question qui est est-ce que la commission se base uniquement sur les critères ou est-ce qu'il n'y a pas d'effet politique ?
Théoriquement, non. Ils se basent sur les critères, c'est en tout cas ce qu'ils disent, et uniquement sur les critères. Sur la deuxième question, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le SW uniforme? Vous l'avez très bien précisé, c'est parce qu'en fait, il est disponible avec plus d'1 an de retard. Et donc, au moment où les décrets sont déjà publiés, donc c'est pour ça que l'estimation, ça rend l'estimation un petit peu obsolète. Enfin, en tout cas, beaucoup plus, qui a beaucoup moins d'intérêt. Et en fait, nous, on va se baser sur d'autres SWI de Météo France qui sont en fait disponibles depuis décembre 2023, qui sont tirés du modèle SIM de Météo France, qui ne sont pas les SW uniformes, puisque ces SW uniformes sont retraités après, mais qui sont quand même très proches. Et en plus de ça, ils ont quand même l'avantage d'être disponibles, je crois, quasiment dans la journée ou avec quelques jours de retard. Et en fait, on va faire l'exercice, c'est-à-dire donc de moyenner sur 3 mois, en tout cas c'est ce qu'on a fait pour coller au mieux aux critères qui sont actuels, sur 3 mois glissants exactement, et après derrière calculer le critère météorologique avec ces proxys, qui ne sont donc pas les vrais SWI, et ça va nous permettre d'avoir une estimation des communes qui seront le plus susceptibles de remplir ces critères. Voilà. Et c'est ce qu'on utilise dans notre modèle pour faire en fait une première estimation qui peut être en fait quasiment, voilà, dès que la fin de l'année est terminée, on peut quasiment déjà essayer de faire une première estimation. Mais effectivement, une fois qu'on a les SW uniformes, notre modèle sera évidemment beaucoup plus précis. Vous évoquez les mesures de prévention, mais à part marquer, concrètement, ça consiste à quoi? J'apprends. Ouais. La prévention en sécheresse, donc là il y a une initiative sécheresse qui a été mise en place entre la CCR, la MRN et France Assureur. Nous, à l'échelle de Covea, on est en train de sélectionner parmi les sinistres sécheresse qu'on a en portefeuille et qui ne nécessitent pas, en tout cas, de reprise en sous-œuvre. Donc, on va avoir un panel on est en train d'identifier en fait un panel d'assurés pour mettre en place différentes mesures. Alors, aujourd'hui, sur le marché, vous avez le projet MAC, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un dispositif de maison confortée par humidification. Donc c'est le CEREMA qui a testé cette solution pendant près de 5 ans sur la commune de Blois. Donc il y avait une maison de test qui avait quelques fissures mais qui ne nécessitaient pas de gros travaux, donc de pose de micropieux. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un système durable, on va dire. C'est que déjà, on va nettoyer toute la végétation autour de la maison. On va poser une cuve. Alors, la contenant, je ne l'ai plus, mais on va récupérer les eaux de pluie et un dispositif en fait de goutte à goutte va être mis en place tout autour de la maison. Donc, on va puiser dans cette cuve, cette réserve d'eau. Et dès lors que donc on a tout un réseau de sondes, de capteurs, et dès que les capteurs enregistrent un déficit hydrique, ces capteurs vont réinjecter l'eau de la cuve pour maintenir un degré d'humidité constant sous le sol de la maison et éviter justement les tassements différentiels. Donc ça, c'est des mesures de prévention qui commencent à être mises en place, et il faut surtout que le sinistre ne soit pas d'une gravité très marquée. Derrière, s'il y a besoin de micropieux, ce sera la seule solution curative pour reprendre la maison. Et d'autres solutions existent, hein, la pose de géomembranes en prévention. Alors, il y a pas mal de communication qui essaie d'être faite sur cette culture du risque en sécheresse. Ça va être notamment tout ce qui a trait à la végétation. J'en parlais
en introduction, on va essayer de préconiser, en tout cas, soit de couper des essences d'arbres qui sont trop proches de la maison, je pense aux peupliers ou aux saules qui vont puiser énormément d'eau dans le sol. Donc si ces essences, ces arbres sont plantés trop près de la maison, on préconise de les couper. Sinon, ça va être de poser des murs anti-racines. Donc, c'est des espèces de plaques de métal qu'on va insérer dans le sol pour éviter que les racines ne se répandent à proximité des fondations de la maison. Non, mais je suis d'accord que quand on parle de prévention en sécheresse, ça peut être toujours délicat, où on ne voit pas vraiment comment on peut faire, contrairement à l'inondation où c'est beaucoup plus facile, hein. On pose des bâtards d'eau sur les fenêtres, sur les portes, on met des portes anti-inondation. Voilà, on a une solution vraiment concrète en termes de prévention. La sécheresse, c'est beaucoup plus compliqué, mais on arrive à trouver des solutions et le CEREMA travaille énormément là-dessus. Non, mais la cuve, on la pose dans le jardin. On creuse. D'autres questions? Non? Merci. Merci à tous. Merci à tous.